Bonsoir, bienvenue à ce deuxième mug. Le premier était un mug d'introduction, un meetup d'introduction. Là, ce soir, donc, on va avoir OpenAgora et Yann Guillot qui vont nous présenter qui vont nous faire deux petites présentations sur leur domaine d'expertise lié à Microsoft. OpenAgora donc sur l'intégration de leurs solutions dans Teams et Johan sur l'automatisation de processus dans Azure, qui sera donc deux sujets vraiment complètement différents, peut-être un plus tech que l'autre, mais je vous laisse. Moi, je vais vous parler de notre petite aventure qui dure depuis un an maintenant de développement d'une application pour Microsoft Teams. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Là, on est trois fondateurs de la société OpenAgora. C'est une société qui a 2 ans. On a attaqué en fait il y a 3 ans avec une application pour Slack qui visait à introduire la possibilité de faire des consultations dans la plateforme de discussion. Tout ça rentre dans le cadre de projets plus génériques de solutions qui vont faire émerger l'intelligence collective dans des groupes de personnes. Donc on a commencé avec des consultations. Notre élément différenciant, c'est le fait qu'on va permettre de classer les différentes options les unes par rapport aux autres. Par rapport à un vote par approbation, vous allez juste cocher les choix qui vous intéressent. Donc on a démarré avec une application sur Slack, qu'on a déployée il y a 3 ans maintenant. Et il y a un an, Microsoft nous a contacté en nous disant est-ce que vous ne voudriez pas faire la même application sous Teams qu'on est en train de lancer, enfin, qu'ils avaient lancé depuis 6 mois. On leur a dit oui, ok. On s'y est mis sérieusement et 3-4 mois après on avait une application et 1 mois après on avait l'application sur le store et depuis on continue à la faire évoluer tranquillement et on va vous raconter un petit peu les aspects techniques et les difficultés qu'on a pu rencontrer lors de ce développement. Alors petite précision, tout ce qui est en orange ce sont des liens. Je vous enverrai sur le meetup, je vous enverrai les slides parce qu'en fait on va avoir beaucoup d'aspects mais de façon assez superficielle puisqu'il y a beaucoup de choses dont je vais vous parler et donc je vais fournir énormément de pointeurs si jamais vous voulez pousser et vous-même développer une appli Teams. Je pense que globalement tout le monde connaît, qui utilise régulièrement. Bon, c'est pas mal, il y en a quand même un petit peu, je vous ferai une démo très rapide tout à l'heure. C'est un outil de la suite Office 365 qui est présenté comme, alors là j'ai mis le successeur pour être un petit peu politiquement correct, mais en fait ils veulent remplacer Skype for Business complètement par Teams, et donc ils incitent tous leurs utilisateurs Slack for Business à migrer. Ils n'arrêtent pas de faire des articles sur comment migrer, sur voilà ce que vous pouvez faire dans Skype for Business, et bien regardez, maintenant vous pouvez le faire dans Teams aussi. Donc ils rajoutent des nouvelles fonctionnalités, ils mettent bien l'accent sur le fait que ça y est, ils commencent à recouvrir entièrement les fonctionnalités de Slack for Business. Donc c'est une plateforme qui a 1 an et demi maintenant, ça c'était au bout d'1 an, donc ça date un peu ces chiffres-là, c'était il y a 1 an. On voit pas trop, mais les 200 000 c'est le nombre d'équipes de travail, donc au bout d'1 an, qui va installer l'application. Petite précision technique. Nous, on en a parlé un petit peu, on n'est absolument pas, en tout cas il y a 1 an, on n'était absolument pas des spécialistes de l'écosystème Microsoft. Au contraire, on n'y connaissait absolument rien. Donc parmi toutes les choses que je vais vous raconter, il y aura peut-être des évidences pour vous, mais qui n'étaient pas pour nous à l'époque. Donc ne nous en tenez pas rigueur. Et si vous avez des suggestions pour améliorer un petit peu les process, tout ce qu'on a fait, c'est pas impossible qu'il y en ait aussi, n'hésitez pas. Alors déjà, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une application pour Teams. Une application pour Teams, c'est en fait un conteneur. C'est pour ça que vous avez mis ce beau conteneur-là. C'est pas parce qu'il y a du Docker derrière, c'est parce que c'est une espèce d'enveloppe qui va pouvoir encapsuler plusieurs choses. Donc on va pouvoir encapsuler ce qu'on imagine traditionnellement dans une application, c'est-à-dire des bots. Typiquement un bot, en général on n'en met qu'un. En général, on estime qu'un bot c'est équivalent à une application. Dans Teams, c'est pas vrai. Une application peut contenir des bots, mais elle peut aussi contenir des onglets. Alors le bot, vous allez discuter avec lui et il va permettre de rajouter des nouvelles fonctionnalités dans la discussion. L'onglet, c'est un truc qui est parallèle et qui va permettre d'enrichir avec des données extérieures ce que permet de faire votre application. Et vous avez un dernier point qui est beaucoup moins connu, qui est l'extension de messages, qui permet de préformater des messages. Alors on va essayer de faire une petite démo rapide. Là je suis sur Teams, donc pour ceux qui ne connaissent pas Teams, c'est un espace de discussion. Vous avez des teams, c'est ce truc-là avec les icônes, donc des équipes qui sont constituées d'un certain nombre de membres et qui sont subdivisées en différents canaux de discussion. Donc typiquement, les teams, ça va être des équipes de travail, en tout cas dans l'esprit Microsoft, et les canaux, ça va plutôt être des projets.
Donc là, j'ai un canal mug, je peux parler dedans. Hop, voilà. Ça met un message qui est diffusé de façon instantanée à tous les participants et qui a aussi la particularité d'être archivé pour ceux qui ne sont pas présents sur la plateforme à ce moment-là. Quand ils reviendront dessus, ils le verront. Donc un bot, c'est quoi? C'est un truc qu'on va pouvoir mentionner. Par exemple, là, je mentionne mon bot, OpenAgora. Tiens, Christophe est là, super. Tiens, on va faire une question un peu provocatrice. Hop. Donc là, on fait une consultation. Tac. Il faut que je me réhabitue au clavier, moi. Hop. Hop. Je pose une question. Vous voyez quelque chose là? C'est un peu petit. Hein. Hop, voilà. Je pose une question et mon bot a récupéré la question et on a profité pour me générer un message qui va permettre de mettre en place une consultation dans la discussion. Donc en fait, ça permet d'intégrer une notion d'action à la discussion plus traditionnelle. Donc vous voyez, il y a les boutons, on peut voter. Non, je vais quand même réfléchir à ce que je fais. Voilà. Tac, et vous voyez en temps réel les... tiens, ben voilà, Christophe aussi, merci pour le soutien psychologique. Donc ça, c'est le bot. Le bot, vous discutez avec lui et il est capable de créer des messages formatés de façon un peu plus riche pour créer des possibilités supplémentaires. L'onglet, c'est ça, là. Là, je l'ai déjà préinstallé pour gagner un peu de temps. L'onglet, c'est une visualisation complémentaire de ce que permet l'application. L'onglet, c'est une frame vers votre monde à vous. Donc là, ce qui se charge là-dedans, c'est pas très beau pour le coup, là, c'est un peu petit. Hop, on va venir un truc comme ça. Voilà, c'est l'onglet. Donc ça, c'est une frame qui est hébergée chez nous. C'est complètement chez nous. On est en dehors de Microsoft, mais qui permet justement de fournir, alors là en l'occurrence c'est un dashboard, mais une autre visualisation de vos données liées au service que vous proposez, qui est plus liée à la discussion maintenant. Même si on peut retourner sur la discussion, par exemple ici j'ai une autre interface de création de la consultation, qui me ramènera dans la discussion en créant un nouveau message. Donc ça c'est l'onglet. Et le dernier point, l'extension de message, c'est ici, là, où, je ne sais pas si vous manipulez, moi jamais. C'est un truc, par exemple là, je vais me tourner à la météo. Hop. Voilà, très bien. Et il me préformate un message avec la météo Drain. Après, j'ai plus qu'à l'envoyer. Et voilà mon message qui a été généré par l'application Weather, mais c'est quand même moi qui l'ai envoyé. Donc ça, c'est super utile aussi, ça permet de faire gagner du temps à vos utilisateurs, de leur pré-mâcher le travail d'une certaine façon. Donc voilà, ça c'est pour ma petite intro à Teams et aux applications. Donc on va voir les deux premiers points parce que nous c'est ce qu'on connaît. Le troisième, de toute façon, n'est a priori pas très compliqué. Alors quand vous voulez développer une application pour Teams et même pour Microsoft en général, vous avez plusieurs options. Vous avez un bot builder, un SDK, qui gère plusieurs langages. Au niveau des extensions Teams, vous n'en avez plus que deux, C# et Node.js, sachant que Node.js est très fortement recommandé par les gens de Microsoft eux-mêmes. Donc, en pratique, je ne connais absolument pas le framework C#, ce que j'imagine, c'est qu'il a des fonctionnalités qui sont... Enfin, il marche, hein, mais qui doivent être assez bas niveau. Node.js, lui, il est hyper dynamique, il évolue très vite, et il a des fonctionnalités très haut niveau, notamment il a une notion de session, par exemple, dans une discussion, un message A, B, tac, un message un peu ping-pong, il peut créer une session à partir de tout ça, et du coup, vous fusionnez toutes les questions, toutes les réponses en un seul élément. Donc ça apporte des fonctionnalités qui peuvent être assez intéressantes. Si Microsoft le recommande, je pense qu'il y a une bonne raison. Alors nous, on a fait un autre choix, on a fait tout à la main. Pourquoi? Parce que notre appli Slack, elle marchait très bien avec notre framework un peu maison, donc en Go. On s'est dit, bon, on va réutiliser ces bouts-là, et on va refaire le truc à notre sauce, en utilisant l'API fournie par Microsoft. Donc ils ont une API qui est pas hyper riche, mais qui est suffisante pour créer des messages, obtenir des informations sur les membres, etc. etc. Et on a juste encapsulé tous ces trucs-là dans notre framework, et maintenant on est capable de faire à peu près la même chose que à Node.js. On n'a pas les notions de session, on n'est pas aussi au niveau que ça, mais on n'en a pas besoin, donc on ne va pas le faire. Alors, deux petites choses quand même. La doc de l'API, elle est partielle. Elle est distribuée, c'est-à-dire il y a des bouts à un endroit, il y a des bouts à d'autres endroits dans la doc, parce que à la base, c'est une API qui est commune à tous les services de communication de Microsoft, donc Teams, mais pas que. Vous allez avoir Skype aussi, vous allez avoir le WebChat, vous allez avoir tout ce qui est communication. Et donc, il y a des routes communes, mais il y a des routes qui sont spécifiques à Teams. Et celles-là, elles ne sont pas dans la doc commune, elles sont ailleurs.
voir elles n'y sont pas. Et donc là, il faut reverse engineer là pour voir ce qui passe. L'autre problème, mais qu'on retrouve ici aussi, parce que là, de façon sous-jacente, c'est l'API REST qu'il y a derrière. Il ne triche pas, il n'y a pas d'autre solution. C'est un peu moins vrai dernièrement, mais l'API, elle est de temps en temps, elle est injoignable. Vous voyez, pendant 20 secondes, j'ai pas de nouvelles de l'API, elle est injoignable, qu'est-ce que je fais? Donc ça sera à vous de traiter, de traiter ces cas-là. Donc une application, c'est quoi? Une application, c'est un serveur HTTP, de façon basique, que vous installez chez vous, ou que vous hébergez chez Azure, n'importe où, peu importe. Donc elle va recevoir des requêtes HTTP qui sont issues de Teams et répondre. Bon, ça c'est bien, mais ça c'est la partie fonctionnelle. Maintenant, la partie mise en place, définition, c'est essentiellement un manifeste. Un manifeste format JSON qui va définir les capacités de votre application. Est-ce qu'il y a un bot, est-ce qu'il y a des onglets, est-ce qu'il y a des extensions de messages, etc. Quelles sont leurs permissions, quels sont leurs scopes d'action, etc., etc., etc. Alors il y a un truc qui est rigolo dans le manifeste, c'est que le seul endroit où vous référencez l'URL de votre service, de votre application, c'est au niveau de l'onglet. Donc là, il ne sait pas, par exemple, là vous ne lui dites pas du tout où aller taper pour aller chercher votre bot. Ben oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres trucs où vous mettez des métadonnées. Vous allez devoir créer sur Azure un bot service. Le bot service, ça va être encore une fois plein de métadonnées sur votre application qui vont dire en particulier où vont devoir pointer tous les messages reçus par le bot. Donc là, ici. Il va y avoir aussi cette application-là dans l'application portal de Microsoft. Donc c'est un autre portail, encore un, où vous allez créer des applications qui vont avoir un identifiant et qui vont avoir des codes d'accès pour pouvoir y accéder plus tard. On verra à quoi ça sert. Donc là, vous référencez l'ID du portal, et puis vous avez aussi un petit retour là ici. Vous êtes obligé de référencer cette URL là pour toutes les questions d'authentification haute. Donc voilà, on tourne. Ça ne se mord pas forcément la queue, mais par contre, il faut voir qu'il y a une difficulté qui est que dans ces trois trucs, vous allez donner 3 fois le nom de votre application. J'aime autant vous dire que vous avez intérêt à mettre le même partout. Alors pour la petite histoire, nous on avait démarré avec une autre idée de nom d'application. Le jour où on a voulu le changer, impossible. J'ai changé là, j'ai changé là, j'ai changé là, j'ai changé dans mon application, j'ai changé absolument partout. On est arrivé dans un état complètement incohérent sur Teams, où le nom du bot c'était quelque chose, et puis la personne qui postait les trucs c'était autre chose, les mentions c'était autre chose, enfin c'était n'importe quoi. Donc juste pour dire, ces trucs-là, réfléchissez-y avant de les faire, parce que vous ne pourrez plus les changer. Voilà. C'est le bordel, il y a de la duplication de données. Je pense que vous êtes plus spécialiste de Microsoft que moi et que ça ne va pas vous surprendre. Moi, ça m'a un peu surpris quand même. Mais maintenant, je m'y suis habitué. Donc, petite précision sur Azure, c'est quand même la partie la plus intéressante, c'est là où il y a le plus de choses. Peut-être que tu en parleras, Yoann, je ne sais pas. Pas trop. Donc, il y a le bot service, il y a 3 types de bot service. La registration, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui va vous permettre de déclarer un service qui est hébergé sur vos serveurs. Et après, vous avez le web app, la function, qui là permet de déclarer un bot qui est hébergé directement chez Azure. A priori, c'est plus simple, mais bon, comme nous on avait notre hébergement, on a fait ça aussi. Donc vous créez votre bot service, vous activez le canal de communication Teams pour lui dire tu écoutes, tu reçois bien les messages qui viennent de Teams, parce que sinon il n'est pas enregistré. Et après, je ne vais pas dire que ça roule, parce qu'il y a encore des trucs à faire. Pour tester votre application, plusieurs options. Vous prenez le bot builder de tout à l'heure, là il embarque un framework de test, vous allez pouvoir tester votre application. À l'époque, il n'y avait pas de version Linux, on ne l'a pas testé, on l'a pas utilisé. On est parti directement en conditions réelles, ça marche bien aussi. Moi je ne ferai pas forcément confiance à ça parce qu'une réécriture du moteur graphique de Teams, j'y crois pas. Sachant que l'ergonomie de vos messages est quand même hyper important, je préfère tester ça vraiment sur la plateforme. C'est pas hyper compliqué. La seule contrainte, c'est que votre application doit être joignable en HTTPS. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez l'outil ngrok, c'est très bien. Ça fait c'est un tunnel, c'est une application que vous faites tourner chez vous qui crée un tunnel sécurisé avec les serveurs de ngrok qui font du coup passerelle HTTPS qui envoient tout le trafic chez vous. C'est super pratique. Il faut aussi être capable de charger des applications, alors sideload, je ne sais pas le traduire en français, donc des applications un peu de test à la demande. Donc vous allez en fait charger votre manifeste. Donc déjà il faut activer l'option dans votre compte donc votre administrateur Office 365 doit activer l'application, doit activer cette possibilité là si vous voulez pouvoir vous en servir. Donc si vous ne le voyez pas, c'est que ça n'a pas été fait, pensez-y.
Et ensuite, vous chargez manuellement, donc vous allez dans la liste de vos applis de votre team, et vous avez un petit bouton là-bas, Upload a Custom App, et vous lui balancez votre manifeste. Et là, il va se débrouiller tout seul, pour peu que vous ayez fait évidemment le bot service, l'application dans le portal, etc., évidemment. Et ça, c'est pas mal, parce que ça permet vraiment de tester le truc rapidement. L'autre intérêt, c'est que vous avez ngrok à côté. Tiens, je vais vous montrer rapidement. Vous avez la console ngrok. Tiens, c'est marrant, il n'y a pas de... Ah oui, parce que j'ai parlé qu'au bot, j'ai pas parlé à mon bot, pour ça. Vous voyez plus une petite question à mon bot. Hop, ça c'est mon bot de dev qui tourne chez moi. Ah ben non, il va pas marcher, je suis bête. J'ai planté avant de venir, donc j'ai rien relancé. Hop, voilà. Et ça permet la console ngrok permet de loguer toutes les requêtes et vous savez exactement ce qui est passé. Vous pouvez rejouer en changeant éventuellement des paramètres, c'est super pratique. Le bot. Le bot, donc, on en a parlé, c'est la gestion des messages essentiellement dans la discussion. Il y a aussi donc les messages directs en privé. Vous pouvez parler avec une personne en privé, donc vous pouvez parler avec le bot. Ça, c'est utilisé essentiellement pour les messages d'aide, pour des tests, pour des choses comme ça. Et il réagit aussi aux mentions. Donc les messages, vous les mentionnez comme vous avez pu le voir dans la discussion. Un truc très important, c'est qu'il ne reçoit pas les messages autres que cela. Toute votre discussion, en dehors des mentions, reste privée. Ça, c'est très différent de plateformes type Slack, par exemple. Sur Slack, si vous pouvez demander l'autorisation à ce que votre bot puisse lire tous les messages. Là, ici, non, c'est pas possible du tout. Le bot, il va recevoir aussi des actions. C'est quand vous cliquez sur un bouton dans un message qu'il a généré. Par exemple, mon message de consultation tout à l'heure. Et il reçoit aussi des événements. Les événements, c'est tiens, un nouvel utilisateur arrive, un nouveau channel a été créé, etc., etc. En particulier, il y a un événement intéressant qui est l'installation de l'application qui correspond à l'ajout de l'utilisateur, votre bot, dans le channel. Vous recevez au moment où vous êtes installé, vous recevez un événement qui vous dit tiens, j'ai été installé dans ce channel. Là, il faut se dire ah, c'est une installation et réagir en fonction. Donc, typiquement en mettant un petit message de bienvenue en disant coucou les cocos, c'est comme ça que ça marche. Demandez-moi de l'aide et je vous aiderai à avancer. Il peut poster des messages. Ce qu'il faut voir, c'est que tous ces messages, les postés et les reçus, les événements, les actions, tout ça, ce sont ce que Microsoft appelle des activités. C'est le cas pour toutes les autres plateformes. C'est un terme qui est partagé entre tous les mécanismes de discussion Microsoft. Une activité, son format, c'est du JSON. Il y a plein de trucs dedans. Je ne vais pas tout détailler parce que ça va prendre du temps, mais là, typiquement, j'ai demandé de l'aide à mon bot. Ça m'envoie un message avec le texte. Plein d'autres trucs. Donc celui-là, il est utile, par exemple, pour connaître la time zone de la personne qui vous a fait signe. Service URL, ça c'est l'URL de l'API. Si jamais vous voulez interagir avec l'API derrière, à savoir qu'elle est personnalisée, elle dépend de... Donc là c'est un EMEA, donc c'est une localisation Europe. Si vous interagissez avec des Américains, c'est plus la même. Donc vous n'avez pas une URL globale. Il faut savoir où sont stockées les données de vos utilisateurs. Les infos sur la personne qui a posté le message. J'ai caché là, parce que c'est pas intéressant, mais ça c'est vos infos à vous, le récipient. Les infos sur le contexte du message. Donc là, on est dans une conversation de groupe, donc un channel, dont l'identifiant est ceci, ça c'est le channel, et le message ID derrière, qui correspond à ce message ID là, c'est la notion de thread. Vous avez vu sur Teams, vous avez des discussions imbriquées. Quand vous répondez à un message, ça va s'imbriquer dessous. Et ça, c'est la notion de thread, c'est ce truc-là qui le détermine. Donc là, ça veut dire je suis dans ce thread-là, dans ce channel-là et dans ce thread-là. Ça aussi c'est très intéressant, le channel data c'est toutes les métadonnées un peu plus haut niveau. Le tenant c'est l'identifiant de votre compte Office, la team c'est la team, le channel c'est un autre identifiant du channel qu'on va retrouver ici. Là dans ce cas là c'est le même parce que c'est le channel général. Le channel général, qui est le channel par défaut d'une team que vous venez de créer, a toujours le même identifiant que sa team. Voilà. Check. Vous avez encore une fois le lien vers la spécification complète. Alors, des messages, vous pouvez mettre plein de trucs dans les messages, ça c'est chouette. Vous pouvez mettre du texte formaté, là il y a un titre, là il y a du gras. Vous pouvez rajouter des attachements, je n'ai pas montré là, mais voilà, vous avez un tableau d'attachement. Dans les attachements, vous pouvez mettre plein de trucs, et essentiellement des cartes. Les cartes, c'est des messages, enfin des morceaux, des bouts un peu formatés. Donc là, vous avez des thumbnail cards, des cartes d'aperçu, avec une petite image, éventuellement du texte, il n'y en a pas ici, et des boutons. Vous avez des cartes hero, avec l'image en grand, là il y a un titre, là il y a un texte. Et je pourrais avoir des boutons, mais j'en ai pas. Et la grande nouveauté, qui est assez récente, qui date d'il y a quelques mois, c'est les cartes adaptatives. Les cartes adaptatives, ça permet d'avoir ces rendus-là. Là, vous avez un seul attachement, une seule carte, et ils offrent la possibilité
aux développeurs de designer complètement sa sortie. On a beaucoup plus de flexibilité qu'avec ces trucs-là. Là, en fait, si je suis obligé d'avoir 3 attachements, c'est super lourd. En plus, c'est mal géré. Pour faire ce truc-là, on est obligé d'exploiter un bug de la plateforme. On leur a signalé il y a 6 mois, mais ils n'ont toujours pas corrigé. Mais heureusement, parce que s'il n'y avait pas de bug, on ne pourrait pas faire cet affichage-là. Bref. Mais on ne peut pas le faire parce qu'il y a un autre bug qui nous empêche de le faire normalement, en fait. Donc, c'est un truc un peu bizarre, mais ils n'ont rien corrigé. Ni le truc qui nous empêche de le faire normalement, ni le hack qui nous permet de passer outre. Donc on peut faire des trucs propres, typiquement ça. Donc ça sera notre prochaine interface de consultation, ça sera ça, vous la voyez en avant-première. L'idée c'est que là je peux vraiment mettre mes blocs, les positionner de façon beaucoup plus libre, selon un truc qui est bien formalisé. Les cartes adaptatives, c'est un format que Microsoft a voulu ouvert, donc ils décrivent de façon complète et ils espèrent en fait qu'il y ait d'autres fournisseurs de contenu, qu'il y ait d'autres plateformes qui gèrent ce format-là, histoire que les développeurs n'aient pas à générer 36 000 types de cartes différentes. Alors on était à une conf Slack il y a quelques semaines, manque de bol, Slack ils sont partis sur leur propre format aussi à eux, qui est différent, qui ressemble mais qui est différent. Bon. Mais je pense qu'ils ont fait le truc simultanément et ils n'ont pas réussi à se coordonner. Donc ça, les cartes adaptatives, c'est super, ça permet de faire des trucs chouettes. Petit point, authentification, je ne vais pas m'attarder dessus parce que si vous passez par un framework, vous n'avez rien à faire, tout est géré dans le framework. Nous, on a dû le faire à la main. C'est pas spécialement long, c'est un peu laborieux. En gros, vous avez 2 choses. Vous avez besoin de valider le fait que la requête qui vient bien de Microsoft. Donc, ils signent toutes leurs requêtes entrantes. Donc, c'est à vous d'aller récupérer leur clé publique et de vérifier la signature. Et vous avez la possibilité d'interagir avec l'API Microsoft. Donc ça, c'est tout ce que vous leur envoyez vous. Là, c'est vous qui avez besoin de signer vos requêtes. Donc en fait, vous allez faire une demande de token JWT auprès d'un service Microsoft en lui fournissant l'ID password de l'application portal. Donc ça sert à ça, entre autres. Et le token que vous récupérez a une durée de validité d'1 heure. Donc vous avez intérêt à mettre des callbacks régulièrement pour le mettre à jour, ou des threads, nous c'est threadé. On a eu une fois une mauvaise surprise, une fois en plus de 6 mois maintenant, où le serveur qui délivrait les clés était HS pendant une matinée entière. Pendant une matinée entière, aucune application ne faisait rien parce que plus personne ne pouvait avoir de clé. Donc voilà, là c'est si vous voulez plus de détails, je ne m'éternise pas dessus parce qu'il y a peu de chances que ça vous serve. Alors, mes petits conseils à moi, retour d'expérience, qui correspond aussi à certaines bonnes pratiques encouragées par Microsoft. Il y a un truc qui est important, c'est que la requête HTTP que vous recevez qui est issue de Teams, il faut y répondre le plus vite possible et si possible avec un 200 OK. Pourquoi? Parce que si vous ne renvoyez pas 200 OK, Teams va vous renvoyer la requête. Déjà, il va dire il y a une erreur, je renvoie parce qu'il y a un problème chez lui, on va voir si ça se reproduit. Donc déjà ça, vous n'avez pas envie de l'avoir. Deuxième chose, en fait, la réponse que vous pouvez lui envoyer au serveur de Teams n'est pas utilisée. Au début, on se disait, parce que c'est comme ça sur Slack par exemple, je vais renvoyer mon message dans ma réponse. Et ça va s'afficher. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc en fait, il ne faut pas chercher à comprendre. On reçoit quelque chose, 200 OK tout de suite, et on délègue le traitement à soit un thread détaché, soit une callback qui gère les choses de façon asynchrone. Pour la réponse, on récupère le service URL qui est fourni à chaque fois, parce que voilà, on ne sait pas trop où elle est tapée, ça pourrait changer, etc., etc. Et surtout, on la stocke. Ça, on ne le faisait pas au début, c'était une erreur qu'on a faite. On la stocke parce que vous pouvez avoir besoin d'interagir avec la personne plus tard, en dehors de la discussion, ou parce que vous avez un rappel à lui envoyer, ou alors, et ça c'est plus flagrant, dans un onglet. Dans l'onglet, vous êtes en dehors de la discussion, vous êtes chez vous. Et si vous avez besoin de poster un message à partir de l'onglet, il vous faut la service URL. Donc stockez-la. Petite mauvaise surprise aussi, c'est le mode hors ligne. Vous avez un mode hors ligne sur l'application Teams, et des fois il y a des gens, ils s'amusent à cliquer sur les boutons, et puis il ne se passe rien parce qu'ils sont hors ligne. Quand ils se reconnectent, vous recevez 50 messages de clic. Donc, il y a 2 choses. Est-ce que vous souhaitez éliminer les doublons? Ça, c'est... Chacun se pose la question, nous on ne le fait pas, c'est compliqué à faire et en plus on pense que ça n'apporte pas grand-chose. Si la personne a appuyé 10 fois sur le bouton, on le fait 10 fois. Et l'autre problème par contre, c'est que souvent ça va générer des dépassements du quota d'utilisation de l'API Microsoft. Parce que vous êtes limité dans votre quota d'utilisation. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que des fois elle est en panne, l'API. Et donc dans ces cas-là, il faut être capable de gérer un minimum les erreurs, parce que ça arrive régulièrement. Alors depuis quelques semaines,
Je suis mauvaise langue parce que depuis 2-3 semaines, on n'en a quasiment plus, des erreurs comme ça. On en a, hein, mais quasiment plus. Jusqu'à cet été, c'était vraiment tous les jours. Il y avait des périodes où l'API tombait, pas pendant très longtemps, mais elle tombait pendant 10 secondes, 20 secondes. Donc voilà, il faut être capable d'être résilient, d'être capable de renvoyer nos requêtes, de temporiser un minimum. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réessaye pendant 15 secondes. Si au bout de 15 secondes, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit, on essaye pendant 15 secondes de poster un message d'erreur à l'utilisateur. L'idée, c'est de se dire, si au bout de 15 secondes, la personne n'a toujours rien sur ce qui s'affiche, c'est pas la peine 2 minutes après de lui afficher son message. Il n'y a plus de sens. Déjà 15, c'est un peu juste. Et s'il y a un problème, là, on peut se permettre de renvoyer plus tard un message d'erreur pour la rassurer sur le fait que oui, il y a bien eu une erreur et qu'elle peut réessayer, peut-être ça marchera. Voilà. Je ne sais pas où j'en suis du timing. Ils sont les chefs. J'ai encore des trucs à raconter, mais je peux accélérer s'il faut. Combien? 5 minutes. Ok, on va essayer. L'onglet, j'en ai parlé rapidement. C'est d'autres problématiques, c'est beaucoup plus simple à coder parce que c'est chez vous. Donc il y a 2 trucs importants. C'est l'aspect authentification. Si vous fournissez votre propre service, que les gens ont des comptes chez vous, il faut leur fournir la possibilité de s'authentifier chez vous et idéalement pas à chaque fois qu'ils chargent l'onglet. Là vous avez vu, j'ai cliqué sur le truc, si à chaque fois je dois mettre mes identifiants mot de passe, c'est pénible. Microsoft a prévu le coup, à chaque fois que vous installez un onglet, pour la première fois, il vous fournit une page de configuration, enfin c'est vous, qui est chez vous, là encore une fois c'est une frame qui est chez vous, dans laquelle vous pouvez identifier la personne et stocker, mémoriser cette information d'identification pour la suite. Alors, ça c'est global à la team, donc c'est pas vos informations perso par contre qu'il faut mettre dedans, c'est les informations de la team, si jamais ça a du sens. Donc nous on n'a pas ça, on n'a pas de compte chez nous, donc je vous ai mis l'exemple d'Evernote. Il y a l'autre aspect de l'authentification, c'est dans l'onglet, vous voulez être sûr que la personne qui interagit avec vous est bien l'utilisateur de Teams Intel. Donc ça, soit on a des concurrents qui font ça, et je vous déconseille fortement de le faire. Quand vous installez l'application, vous générez un lien unique avec un token bizarre, et n'importe qui connaît ce lien peut ensuite naviguer dans le dashboard de l'application, même hors frame. Ne faites pas ça, parce que on pourrait deviner le token, parce que quelqu'un qui fait partie de l'entreprise, une fois qu'il a le token, il le garde éternellement, même s'il ne fait plus partie de l'entreprise. Donc voilà, c'est pas bien. Ce que vous faites, c'est ça. Vous récupérez, Microsoft vous fournit via un objet contexte, dans la frame, il vous fournit des informations sur l'utilisateur qui a chargé Teams. Évidemment, c'est du JavaScript, c'est pas fiable. Comme c'est pas fiable, vous partez de ces informations-là pour identifier la personne en OAuth et vérifier que la personne est bien qui elle prétend être. Donc ça amène à une pop-up un petit peu différente où, donc ça c'est ce qu'on fait chez nous, vous allez demander à la personne l'autorisation de vérifier son identité. Et une fois que vous avez vérifié qu'elle est bien celle que Microsoft vous a annoncée, c'est bon, là vous êtes sûr, vous êtes bien dans le bon cadre, et vous pouvez afficher des informations personnelles confidentielles. Et quand la personne n'est plus dans la team, eh ben, vous lui dites, bah, tu n'es plus dans la team, tu n'as plus accès. Deuxième aspect, c'est une frame qui est chez vous, mais il faut bien savoir que tout le monde va lancer ça dans l'application Teams. Donc l'aspect graphique est super important. Il faut que ça ait un aspect Teams. Alors Microsoft fournit des CSS pour ça. Donc je vous invite à les utiliser. Hein. C'est quelque chose qu'on considère comme étant très important. Tout le monde ne le fait pas là encore, mais ça se voit de plus en plus. Alors ils ont 2 choses. Il y a des composants React. J'ai entendu parler de React tout à l'heure. Donc là encore une fois, nous on est à contre-courant, mais on avait anticipé. On a fait notre interface en Vue. Donc on a juste utilisé les CSS de façon assez naïve, mais ça marche très bien. J'en parle là parce que j'ai pas pu en parler avant, mais ils ont une appli qui s'appelle l'App Studio que vous pouvez installer et avec qui vous pourrez interagir, qui va vous mâcher un peu le travail et vous donner des pointeurs quand vous débutez pour votre application Teams. C'est un bon point de départ, ça va vous donner quelques petits tuyaux. Et en particulier, il y a une bibliothèque de composants que vous pouvez visualiser et tester. Et ça vous donne le code React correspondant. Bon, nous, le code React, on s'en fiche, mais ça nous permet de savoir quels sont les composants qui existent. Et vous avez évidemment à gérer le changement de thème, parce que dans Teams, vous avez 3 thèmes. Vous avez le thème clair, celui que je vous ai montré, le thème foncé et le thème contraste élevé. Et à chaque changement de thème, vous allez devoir... Enfin, il faut être capable de changer votre aspect à vous aussi. Donc vous enregistrez, en JavaScript, vous enregistrez une callback sur l'événement de changement de thème, c'est possible. Et cette callback-là va permettre de modifier le CSS par exemple. Hop, ça c'est la partie marrante. Une fois qu'on a codé, que tout marche bien, on est content, eh bien, on n'a plus qu'à valider. Il y en a combien parmi vous qui ont développé des applications et soumis des applications chez Microsoft?
Ah, cool. Donc je vais vraiment vous apprendre des choses alors. Donc en principe, c'est simple. C'est très bien documenté. Alors là, pour le coup, voilà, il y a ce lien-là qui vous dit exactement tout ce qu'il faut faire. Donc j'ai un peu coupé, mais en gros, c'est dit ça. Alors par contre, je vous ai remis tous les liens, parce que les liens, ils sont durs à trouver de chacun. Ils vous disent ce qu'il faut faire, mais ils ne vous disent pas vraiment où. Donc il y a plein de trucs à faire. Il faut se créer un compte développeur Microsoft. Attention, c'est un compte qui doit être partagé, celui-là. Autant avant, les comptes Azure, les comptes machin, tout ça, c'était des comptes qui pouvaient être personnels. Autant celui-là, c'est un compte d'équipe, parce que c'est lui qui va chapeauter le tout. Et si vous partez, il faut quand même que quelqu'un puisse prendre la suite. Vous enregistrez en tant que vendeur, dans le dashboard soumettre votre application, et puis ensuite, ça c'est le truc qui est rigolo, surveiller le moment où votre truc va être validé et publié. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de notification qui vous dit c'est bon, c'est validé, ou c'est bon, c'est publié. C'est à vous d'aller voir. Bon, en pratique, voilà, je vous laisse imaginer. Le processus, comment ça marche? On a notre petite application qui marche. On va voir un petit peu le processus, que c'est un peu complexe, on va se créer nos comptes, tout ça, on y arrive. Ok, on arrive là, il faut soumettre. Pour soumettre, tiens, c'est marrant, il nous demande encore le nom de l'application, il nous demande encore la description, il nous demande encore des tels trucs, tel machin, des URL, des trucs et des buts. Mais on a déjà mis ça 10 fois, mais bon, pourquoi pas, on va le remettre. On avance, on avance, on avance, on soumet. Et là, on arrive, c'est l'équipe de l'Office Store qui va faire la première validation. Donc, les gens de l'Office Store, ils connaissent pas forcément bien ce que fait votre application, ils vont tester des trucs bizarres, et ils vont remonter à l'équipe Teams, de validation Teams, tous les trucs bizarres. Donc là, à partir de ce moment-là, vous interagissez avec l'équipe de validation Teams. Office Store, ils étaient juste là comme un premier filtre. Ça, vous allez boucler avec eux. Donc leurs testeurs sont en Inde, donc ils testent pendant la nuit. Donc chaque boucle, c'est au moins 24 heures. Puisqu'ils testent la nuit, vous corrigez le jour. Ils testent la nuit, vous corrigez le jour. Et puis à un moment, ils sont contents. Ils sont contents soit parce que vous avez fixé, soit parce que vous avez dit pourquoi vous ne vouliez pas fixer, soit parce que ils ont rien compris. Ça arrive. Voire parce que ça nous est arrivé 2 fois, on a quand même dû leur expliquer que c'était pas à eux de décider ce que notre application devait faire. Ils nous ont dit votre application ne doit pas faire ça, c'est pas normal. C'est pas comme ça que ça marche. Mais si, c'est notre application, elle fait ce qu'on veut. Après, si ça ne vous correspond pas, c'est autre chose. Bon, donc là, l'équipe de Teams, elle est contente. Mais il faut resoumettre. Donc on repasse là. Et là, vous n'avez plus qu'à espérer qu'ils ont bien communiqué avec l'équipe de l'Office Store, parce que nous, la première fois qu'on a soumis, ils n'avaient pas fait ça, et on s'en est repris plein la gueule. Et voilà. Ça a duré, la première soumission, ça a duré 1 mois. Et ça a duré 1 mois, et à la fin, on n'était pas content. On s'est fâché, vraiment. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein d'interlocuteurs chez Microsoft, ils ont tous été au courant qu'on était fâchés. Et au bout d'un mois, on était sur le store. On était sur le store, alors petite précision, je ne l'ai pas mis dans les slides, sur Teams, sur le store Teams, il n'y a que des applications gratuites. Vous ne pouvez pas monétiser vos applis. Ou alors il faut le faire de façon détachée sur votre site à vous. Il n'y a pas de monétisation dans le store. Voilà. Donc il y a 2 stores, vous connaissez peut-être. Vous avez le store de Teams. Quand vous cliquez sur Store dans Teams, vous avez un store. C'est celui-là. C'est celui qui n'est pas très beau, avec une petite description. Ça, c'est la description que vous avez mis dans votre manifeste. Et puis Teams, ils se disent que c'est trop long, donc ils la tronquent de façon arbitraire à cette taille-là. Donc il faut tâtonner un peu. Nous, on a réussi à trouver un truc bien, où à la fin, ça tombe sur une phrase qui a du sens. Donc voilà, bon, il y a un peu de travail là-dessus. Après, vous avez la description que vous proposez dans le store. Celle que vous proposez dans le store au moment de la soumission, c'est celle qui va aller sur AppSource. AppSource, c'est un autre store qui est plus global Microsoft, sur toutes les plateformes. En pratique, je crois que personne qui veut installer une application Teams ne l'utilise, mais par contre, ça fait une belle vitrine pour vous, parce que là, il y a il y a de vraies informations. Il y a une documentation mise en forme, une description mise en forme, plein de métadonnées, des captures d'écran, enfin un truc chouette, quoi. Mais simplement, voilà, vous faites les choses en triple, quadruple, quintuple exemplaire. Et évidemment, à chaque fois que vous changez votre manifeste, il faut resoumettre. Donc réfléchissez-y encore une fois à l'avance. Si vous voulez changer une virgule à votre description, c'est pas la peine de refaire une soumission. Vous changez la virgule et vous attendez la prochaine étape. Si vous voulez rajouter une vraie fonctionnalité, typiquement l'onglet, nous on avait voulu rajouter un onglet au bout de 3-4 mois, on a dû faire une resoumission qui s'est pas trop mal passée. Je crois que ça a mis que 2 semaines, 10 jours. Non, 10 jours, je pense. Je suis un peu... Et là, on vient d'en refaire une. Ça a mis, pareil, une dizaine de jours. Donc voilà. Alors, évidemment, je suis un peu sarcastique sur certains points. Au final, ça reste une très bonne expérience pour nous. Hein. Enfin, c'était un écosystème qu'on ne connaissait absolument pas. On a réussi à tout prendre en main. Il y a eu quelques difficultés.
Mais par contre, on est hyper optimiste pour la suite. Teams, c'est une plateforme dans laquelle on croit énormément. On pense qu'il y a un vrai marché pour les développeurs d'applications comme nous. C'est une vraie valeur ajoutée, à la fois par l'aspect intégration à la discussion et l'aspect dashboard de données externes, visualisation dans l'onglet. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout aujourd'hui. Matrix, je crois qu'ils ont l'équivalent. Hein. C'est vous qui avez le widget ou je ne sais plus quoi. Là, c'est ça. Mais Slack, ils n'ont pas. Il y a une version gratuite, donc ça veut dire que l'usage peut se démocratiser. Aujourd'hui, elle est un peu compliquée à utiliser, la version gratuite, mais enfin, il n'y a pas Office 365, il n'y a pas Azure, il n'y a rien. Ça complique un peu certaines choses, mais ça existe, donc ça peut dire le marché. Pour nous, c'est super. Par contre, voilà, il faut être conscient des difficultés que je vous ai présentées, qui sont essentiellement liées à l'écosystème Microsoft. Enfin, c'est une usine à gaz. Je pense que je vous apprends rien. La documentation, elle est compliquée, quoi. Quand on sort d'une application Slack, c'est pas comparable à la documentation. La doc Slack, elle est hyper bien structurée, hyper à jour. Enfin, on trouve tout facilement. Processus de validation qui est assez infernal. Et par contre, oui, voilà, cela, j'ai pareil, un pointeur que j'ai pas réussi à vous mettre avant. C'est un blog plutôt tech, mais officiel à Microsoft. Et là, je vous ai mis le lien vers la section Teams, qui donne plein d'infos intéressantes sur... Alors, il y a aussi les applis du mois, mais ça c'est intéressant aussi en termes d'usage, mais il y a aussi plein de petites astuces sur le développement de l'application, en particulier tous les trucs sur l'authentification que je vous ai parlé, il y avait des tutos complets, c'est super. Donc si vous voulez faire une appli, suivez le blog. Voilà. Et j'ai dépassé, désolé. Merci beaucoup. Super. Et moi de vous parler de l'automatisation au sein d'Azure, un vaste sujet. Je vais essayer de vous en faire une big picture et puis un max de démos, pardon. Vous allez voir que les slides c'est pas trop mon truc. Non, c'est plus sympa en plus en fin de soirée comme ça. Rapidement donc, je me suis déjà présenté tout à l'heure, Yoann Guillot. Je suis ce qu'on appelle Cloud Solution Architect. Nouveau métier finalement, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Donc tout ça pour dire que je fais du cloud depuis très longtemps, puisque dans une ancienne vie je faisais de la messagerie, donc j'ai connu Bipos, le pendant de Office 365, pardon. Donc Dieu sait que ça fait longtemps que ça existe. Donc moi je suis spécialisé sur la plateforme Azure. J'ai d'ailleurs la chance d'être MVP sur cette même plateforme. Je travaille en indep, donc je suis freelance depuis un petit moment. Le côté communautaire, bon, ça me connaît plutôt bien puisque j'ai la chance de participer à pas mal de communautés. Donc essentiellement, je suis membre de la communauté AOS, donc c'est une communauté d'experts sur les techno MS, pour la plupart MVP. Et donc voilà, on fait des journées de focus sur ces différentes technos un peu partout en France. On l'avait fait il y a 2 ans à Rennes, c'est pour ça que je suis d'ailleurs ravi d'être à Rennes, parce que le communautaire j'en fais pas mal mais pas souvent à Rennes, ce qui est dommage pour un Rennais. Donc voilà, je suis ravi de voir qu'il y a un réel engouement autour des techno MS, et puis j'espère que le mug a une longue vie devant soi. Donc voilà pour la petite partie réseau. Donc je vous ai mis un petit récap aussi des différents réseaux sur lesquels vous pouvez me trouver. S'il y a des questions ou autres, même plus tard, il n'y a pas de souci, vous me pinguez, et puis je trouverai un petit moment pour vous répondre et échanger. Donc rapidement, l'automatisation au sein d'Azure, il y a une slide qui résume à peu près tout. Pourquoi on va tâcher de faire de l'automatisation sur Azure? Bon, pas seulement parce qu'on est des gros fainéants, mais surtout parce que ça nous permet de faire du déploiement. Alors du déploiement c'est beau, mais du déploiement répétable c'est encore mieux. Donc voilà, on a fait un déploiement une première fois, il n'y a pas de raison pour laquelle ça se passe mal la deuxième, puisqu'à partir du moment où c'est packagé, ça a été validé, ça marchera une fois, ça marchera 1000. Donc c'est la force de la répétabilité. Ça va nous aider à répondre à un certain nombre d'events, alors soit automatiques, soit des events qu'on va nous-mêmes créer. Donc les events, ça peut être des events basés sur la plateforme. Typiquement, voilà, il y a une création de ressources, j'interagis de manière automatisée. On va voir d'ailleurs dans l'exemple. Et puis surtout, ça nous permet d'orchestrer des ressources, ou du moins des systèmes internes à Azure, donc d'orchestrer différentes ressources qui ne communiquent pas en soi de manière native, et puis surtout d'orchestrer des outils tiers. Donc typiquement voilà, du Slack, du Teams, ce genre de choses, on l'a vu.
Ça, c'est pas des choses qui sont intégrées directement nativement dans Azure, mais via des API ou ce genre de choses, on va être capable d'interagir de manière automatisée. Donc dans cette démo, très concrètement, mon but c'était quoi? C'était de vous montrer comment on était capable de déployer une infra à la demande. Donc, voilà. C'est assez simple. L'infra c'est vaste et varié hein, sur Azure. Ça peut être une pauvre VM, ça peut être un conteneur Kubernetes, ça peut être de l'Azure Container Instance, ça peut être un bot services pour aller faire du Teams, justement ce genre de choses, du website et j'en passe. Donc déployer mon infra à la demande, bon là-dessus je vais me baser sur du resource group et donc concrètement des templates JSON en l'occurrence. Ça peut être Terraform pour ceux qui font du Terraform. Mon but c'était également d'écrire le moins de code possible. Moi je suis pas un développeur à la base, donc quand je parle de code déjà je me fais jeter des cailloux puisque moi je fais concrètement du PowerShell, du JSON, c'est à peu près tout, hein, le .NET et autres, moi ça me fait saigner du nez, donc je m'aventure pas là-dedans. Donc pour ça, il y a un truc assez sympa qui s'appelle Azure Quick Start Templates. Quand on démarre sur Azure, qu'on veut justement ne pas se taper 1000 lignes de JSON, parce que ça je sais faire, il n'y a pas de souci, mais ça ne m'intéresse pas le soir après le boulot. Donc du coup, on peut se baser sur ce genre de Quick Start Template qui vous permettent de vous baser sur des choses qui ont déjà été mises à disposition soit par la communauté, ou soit directement par MS. Ensuite, mon but c'était d'utiliser les services existants, et puis forcément de ne pas créer mes propres services. Aucun intérêt à ça pour aller se taper du temps d'écriture de code ou autre juste pour monter des services alors que c'est déjà pré-packagé et d'ailleurs que ça marche, pas d'intérêt. Donc les services existants sur lesquels je vais essentiellement me baser là, ça va être Azure Functions, Logic App, c'est une petite partie de tous les services qu'on a à dispo sur Azure, c'est une infime partie d'ailleurs. Il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ça déjà? Ouais. Des gens qui l'utilisent même mieux? C'est bien. Deux mains levées, c'est déjà pas mal. Ok, très bien. Et puis moi ce que je voulais, pour avoir une démo plus ou moins sympa quand même, c'était le moins d'interaction possible. Scripter un déploiement d'infrastructure, ok. Si c'est pour au final avoir à exécuter un code depuis mon PC, bon, pas de réel intérêt quoi. Bon, déjà d'une, il faut que j'ai mon PC, faut une connexion Wi-Fi, faut de la 4G, il faut tout ça. Faut l'environnement qui va bien avec, il faut mon PowerShell l'installer, il faut me connecter, ça m'intéressait pas. Donc du coup je me suis dit, bon ok ça peut être un call API, ouais pourquoi pas, mais pareil, même problématique, call API, réseau, PC, etc. J'aurais pu faire un joli bouton sur une page HTML, même le HTML je suis très mauvais, je ne saurais pas en faire. Donc du coup je me suis dit, en fait le truc le plus simple c'est un pauvre SMS quoi. C'est un pauvre SMS, vous recevez un SMS de votre femme qui vous dit va chercher du pain. L'ordre il est clair, net, précis, tu vas chercher du pain et tu le fais. Ça lui a pris 10 secondes, malgré tout vous allez le faire. Donc finalement je me suis dit que c'était assez clair, net et concis pour l'utiliser pour un déploiement d'infra as code. Donc à partir de ce moment là où j'avais réuni à peu près les constantes que j'allais utiliser, j'étais paré pour déployer mon infra as code en faisant le moins possible. Et donc sous-entendu, boire un maximum de café, comme je disais dans la présentation. Le schéma concret de ce que je vais vous présenter, c'est à peu près ça. Donc je vais envoyer un simple SMS. Ce SMS il va être envoyé à une plateforme qui s'appelle Twilio. Il y a des gens qui connaissent peut-être Twilio du tout. Ouais. Donc c'est une plateforme passe d'envoi d'SMS, de call, etc. Donc concrètement vous avez un numéro qui vous est mis à dispo, vous en faites à peu près ce que vous voulez, et puis derrière vous déclenchez aussi à peu près ce que vous voulez. On va voir qu'il y a du webhook et autres. Derrière, moi concrètement, je vais déclencher un appel à un webhook. Ce webhook, il va être ici capté par du Logic App. Mon Logic App, il va aller me créer un resource group. Et puis à l'intérieur de ce resource group, je vais déployer un template en infra as code pour aller déployer un simple conteneur instance de Azure. Donc déployer du conteneur en soi, bon ok, c'est sympa, mais il y a quand même une partie qui est pas à négliger sur Azure. On verra qu'on peut faire des choses très simples et très rapidement. La problématique, c'est qu'étant donné qu'on peut faire vite et bien, on peut aussi faire vite et très mal. Vous avez remarqué, si vous utilisez le service Azure, typiquement, il n'y a pas de bouton renommé sur un ressource group, il n'y a pas de clip noir rename, c'est problématique. Donc quand vous avez 1000 ressources groupes qui ne respectent pas la politique de nommage et que du coup il n'y a aucune interaction possible avec du scripting ou autre et il n'y a pas de normalisation,
ça peut poser problème. Donc chose aussi qui est assez problématique, c'est on ne sait pas qui a fait quoi. Alors en soi, vous le verrez, enfin, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, dans les logs d'activité Azure, on a une rétention de 90 jours. Donc ça veut dire que concrètement, on va être capable de savoir qui a fait n'importe quoi dans un délai de 90 jours. Dans la longueur, c'est quand même sympa de taguer les ressources à minima, ni plus ni moins de taguer la personne qui a créé la ressource. Et donc je vous montrerai comment on se fait. Ensuite, un dernier logicap, puisque bon, envoyer un SMS et demander quelque chose c'est bien, recevoir un SMS pour avoir confirmation que ça a été fait c'est encore mieux. Donc je vous montrerai rapidement comment on est capable d'utiliser les fonctions aussi pour du simple envoi de SMS. Donc, de manière assez simple, je vais envoyer un SMS à Nestor qui est mon assistant sur Azure du coup, et puis je vais lui demander de me créer un ressource groupe Mugren, dans lequel, du coup, il va me déployer une instance conteneur d'Azure. Donc le Mugren, très concrètement, qu'est-ce qu'il va me déclencher? Il va me déclencher un appel ici à Twilio. Donc ça c'est le numéro de Nestor. Derrière, j'ai demandé simplement un appel en post HTTP sur le webhook qui est ici présent. Donc ce webhook va déclencher un logicap. D'ailleurs, on va faire un refresh, normalement il a dû le déclencher, voilà 19h21. Donc ici, qu'est-ce qu'il m'a déclenché? Très concrètement, il m'a déclenché cette suite d'actions. Donc cette suite d'actions, vous l'avez sous les yeux ici, c'est visible, c'est bon? Sur un écran pareil, normalement c'est good. Alors, si j'ai pas un effet refresh, bon j'étais joueur, j'ai utilisé Firefox avec des produits MS. Peut-être pas le bon choix. Ok. Ouais, ça marche aussi avec Chrome, je les ai tous. Ok, donc ici concrètement, j'ai récupéré le fameux appel webhook. Donc dans ce webhook, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intégralité des infos qui me sont envoyées par Twilio. Donc j'ai un peu à boire à manger là-dedans. J'ai des infos dont je me fiche un peu. Effectivement, ça a été envoyé depuis la France. J'ai le body, le numéro de l'émetteur, etc., etc. Donc qu'est-ce que je fais là-dedans concrètement? Je vais récupérer d'une le body, donc ce qui m'intéresse. Mugren, c'est bien la valeur que je lui ai envoyée. Le getFrom, c'est ni plus ni moins mon numéro, puisqu'il va me servir à taguer. J'ai envie de savoir qui a fait quoi, donc notamment que c'est ce numéro qui a créé ce ressource group. Ensuite, il va ni plus ni moins me déployer un ressource group, donc en soi, rien de compliqué là-dedans. Alors, pour les gens qui n'ont jamais fait de Logicaps, là, je vous montre la face une fois que ça a été fait. Je vous montrerai rapidement tout à l'heure comment on est capable d'ordonnancer ces briques. Donc là-dedans, moi concrètement, j'ai quasiment rien fait. J'ai été chercher ressources group, d'ailleurs à la limite je vous le montrerai après. Et puis je lui dis, tiens, il y a une action create or update ressource group, parfait. Ça ne me demande pas de code, du coup l'action elle est prédéfinie. Et les seules choses qu'il va me demander, c'est une connexion à ma plateforme Azure, et puis typiquement en input, il va me demander un nom. Donc le nom ça tombe bien. Je le récupère au-dessus dans mon getBody. Et je le récupère ici pour l'instancier au niveau de mon nom. Ensuite, je vais lui dire tu vas me déployer un template. Alors le template, bon, j'ai été un peu feignant, j'ai utilisé un template qui est tout fait. Ce template, comme je vous disais tout à l'heure, il est dispo sur le Azure Quick Start Template. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ni plus ni moins me déployer une instance d'Azure Container Services, donc c'est du Linux avec une jolie image à l'intérieur, je vous montrerai ça tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça, je ne veux pas m'arrêter là, parce que je vous disais que justement mon but c'était certes de faire de l'automatisation en déployant ma plateforme, mais quand même d'appliquer un minimum de gouvernance. Donc la gouvernance pour moi sous-entendu c'était au moins appliquer un tag que je nomme created by, et donc ce tag il va être ordonnancé par le logicap 002 qui est ici, et donc ce logicap, qu'est-ce que je vais lui demander en input? Tout simplement ma valeur ici. Donc j'ai besoin de ces deux valeurs là, d'avoir la valeur de mon appelant et puis quelle ressource groupe je dois taguer. Donc ici rien de très nouveau non plus, je vais faire un petit refresh pour récupérer la dernière exécution. Donc ici j'avais pas de brique native qui me permettait de taguer directement un ressource group. Donc, ressource group ça parle à tout le monde déjà, ouais c'est bon.
c'est une enveloppe logique dans laquelle je vais venir déposer les ressources qui composent mon infra. Donc j'avais pas de briques toutes faites pour ça. Donc à la limite, bon, c'est pas trop grave, je me suis dit que j'allais innover un peu, et puis j'allais me construire ma propre API de tagging de ressources groupes, ou tagging de quoi que ce soit d'ailleurs. Hop. Et donc tout ça, j'ai décidé de le faire dans une fonction. Donc cette fonction, elle s'appelle tag. Donc elle est ici nommée FunDemo tag. Donc ici dans tag concrètement, alors comme je vous disais, je suis pas dev, j'ai fait du PowerShell. C'est moche. Enfin c'est moche, bon ça marche. Il y a certains qui me diront que c'est moche. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je vais faire appel aux API natives d'Azure. En l'occurrence, contrairement aux API de Teams, c'est ultra bien documenté. Et nous on a du bol. Il y a un truc, d'ailleurs je me forcerai à vous mettre les petits liens dans les templates, dans le PowerPoint, pardon, parce que j'ai oublié de les mettre. Donc il y a une doc, toujours comme d'hab, le docs.microsoft.com, et vous avez la référence des API REST ici pour Azure, et donc concrètement, voilà, si vous voulez aller interagir avec les services AKS, vous avez le petit lien, vous avez la totalité des actions qui vous sont possibles, et puis surtout ce qui est assez sympa, c'est que depuis peu de temps, on a carrément possibilité de faire un try it en live. Donc ici concrètement, il va vous demander un sign-in. S'il va récupérer mon jeton proprement, il va m'authentifier. Et puis donc ici, il va me lister les différentes souscriptions sur lesquelles j'ai accès avec ce compte Azure AD. Donc en l'occurrence, mon compte perso. Il va me demander sur quelle ressource groupe je veux interagir, etc., etc. Donc ça c'est plutôt vraiment bien foutu. Et qui plus est, quand vous n'êtes pas dev comme moi, ça vous permet d'aller récupérer les bodies qui sont auto-générés, ce genre de choses. Donc là concrètement, moi qu'est-ce que j'ai fait? FunDemo, comme je vous l'ai dit, c'est c'est une fonction pardon, qui est censée donc faire comme action le tagging automatique de mes groupes de ressources. Donc en entrée, nom du groupe de ressources et le tag que je dois lui appliquer. Pour ce faire, évidemment, il y a interaction avec la plateforme Azure, et donc qui dit interaction dit authentification. L'authentification, comme d'hab, token, ce dont on parlait tout à l'heure. Ce token, soit il est généré avec ma propre identité, hors de question, évidemment, sur des services de genre, je vais bien évidemment pas rentrer mon mot de passe personnel parce que déjà il expire tous les 45 jours ou tous les 30 jours, etc. etc. Deuxième possibilité, je vais utiliser un compte de service à l'ancienne. Alors, on a tous connu le compte de service dont on a oublié qu'il expire au bout de 2 ans. Pas de bol, vous êtes en vacances aux Canaries, et puis il y a le PDG qui vous appelle parce que le mot de passe de la messagerie, qui fait tourner les comptes de messagerie ou ce genre de bêtises, et bien il marche plus, enfin les comptes de messagerie d'envoi automatique ne fonctionnent plus, ou alors tout simplement le certificat qui est corrompu. Donc pour parer à ça, il y a un truc qui est super pratique sur la plateforme Azure, qui est assez nouveau, qui a à peu près un an je crois, qui s'appelle MSI. MSI pour Manage Service Identity. Donc Manage Service Identity, concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Donc c'est ici. Ça va vous faire de l'identité managée. Alors, on connaissait déjà les bases de données managées avec SQL Server Database, on connaissait déjà les web apps avec ni plus ni moins du 2IS managé, etc. Donc là, on va vous manager de l'identité, sous-entendu, vous n'avez pas à gérer les mots de passe et tout ce qui s'ensuit. Vous, tout ce que vous allez demander, c'est d'avoir une identité managée, pardon. Donc ici. Et concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller vous auto-générer une identité au sein d'Azure AD. Donc Azure AD, c'est évidemment la pierre angulaire de l'authentification autour des services, des services connectés, enfin cloud de Microsoft. Donc Teams, Office 365, Azure, et j'en passe. Et donc, la force de ça, c'est que, typiquement, moi ici, au sein de ma souscription, je vais définir que... Je vais vous faire la démo. Je vais définir ici, au niveau des droits d'accès, que ma fameuse fonction FunDemo 001, qui est quelque part par là, voilà, FunDemo 001, elle est contributeur sur l'intégralité de ma souscription. Bon, effectivement, c'est une souscription de thèse, donc je m'en fous un peu, sinon j'irai évidemment mettre des droits un peu plus granulaires, mais ce qui sous-entend que tout ce que je fais tourner au sein de cette fonction va être capable d'interagir directement avec ma souscription, d'accord ?
Donc ici, en quelques lignes, au sein du tag, ben, je vais faire appel sur la plateforme Azure pour aller automatiquement générer le fameux token qui va me permettre d'interagir. Ce token, ben, je vais ni plus ni moins le passer ici lors de mon appel au REST API Azure. Donc ça, je ne l'ai pas imaginé, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai récupéré au niveau du REST API Explorer. Et puis donc là, ben, je vais lui construire un body en lui disant, voilà, concrètement, tu vas me créer un tag qui s'appelle created by et qui aura pour valeur, ben, ni plus ni moins la valeur que je t'ai passée en appel, donc le numéro de téléphone de l'appelant. Donc on va les vérifier, ici au niveau du ressource group. Concrètement, il m'a bien créé une Mugrane, et d'ailleurs je ne vous mens pas, il l'a bien créé là tout de suite, parce que si je vais voir le déploiement, voilà, ça a été fait il y a 10 minutes, donc ça n'a pas été fait en avance de phase, je vous pipote pas. Et surtout ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un update qui a été fait de la part de FunDemo001, ma fonction, d'accord, pas moi-même. Okay, et donc concrètement, si je vais dans les tags, je vais également retrouver mon created by avec le numéro de téléphone qui est à l'initiation du déploiement de cette application. Hop. Donc ensuite, on va arrêter là. Je vais appeler une troisième logicap, pardon. Et donc cette logicap, de manière assez simple, hop, on va faire un refresh. Cette troisième logicap, elle va faire appel à ma deuxième fonction, donc je nommais SMS, voilà, ni plus ni moins pour de l'envoi d'SMS. J'étais très inspiré. Donc cet envoi d'SMS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ni plus ni moins réutiliser les services de Twilio, donc encore une fois REST API, encore une fois en PowerShell évidemment. Donc ici, très clairement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le content, donc ce que j'ai transmis via mon logicap 003. Donc encore une fois, qu'est-ce que je passe là-dedans? Je vais récupérer le created by et le rgname, donc la valeur que j'avais transmise en premier lieu. Et puis je vais envoyer donc le fameux SMS. Donc le created by, il va me servir pour envoyer mon SMS tout simplement, parce que je vais faire une réponse à ma demande. Donc ici, explicitement, il va me faire un SMS et me dire que Mugrane a été créé avec succès. Ici, tout ce qui est token et valeurs qui vont me permettre d'interagir avec les API Twilio, évidemment, je ne les mets pas en dur dans la fonction. Donc il y a plusieurs possibilités. Moi, j'avoue que j'ai été un peu feignant là-dessus. J'aurais pu faire mieux, mais on a capacité à utiliser les variables en fait, d'environnement de Azure Functions pour stocker tout ça. J'aurais pu faire ça un peu plus propre et aller mettre ça dans un key vault ou ce genre de choses. Key vault, ça parle à certains, ouais. Key vault, c'est un coffre-fort pour les autres, un coffre-fort dans lequel vous allez pouvoir déposer des secrets, des clés, des certificats et autres. Donc c'est un coffre d'accès sécurisé, ni plus ni moins. Donc ça aurait été effectivement beaucoup plus propre. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. La manière la plus simple, ça va être d'éditer, voilà, on va éditer un logicap. Donc ici, comment ça se construit un logicap? Bon, c'est assez simple. Vous avez ce qu'on appelle un trigger. Donc, vous avez un trigger. Ces triggers, ils sont divers et variés. Ici, on va être capable de répondre. On va être capable de répondre à une requête HTTP, donc sous-entendu un webhook, ce genre de choses. On va être capable d'interagir avec une arrivée de mail sur Office 365, potentiellement un message qui va nous être envoyé sur Teams, ce genre de choses. Et puis derrière, on a des briques à foison pour aller interagir avec soit des services Azure. Si les briques n'existent pas, les développer nous-mêmes dans des fonctions, et puis dans ce cas appeler des fonctions, ou alors directement aller exécuter du code divers et variés, aller exécuter des services automation, ce genre de choses. Donc ici, si on fait un petit tour sur All, effectivement, on va voir que c'est assez vaste. Il n'y a pas que du Azure, c'est là où c'est intéressant de noter que certes, il y a une forte intégration avec les services Azure, par la logique. D'ailleurs, c'est assez cool puisque
Depuis n'importe quel type de ressource sur Azure, on est capable d'interagir avec une autre, même si c'est pas sur des mêmes domaines de techno ou ce genre de choses. Mais il y a aussi un certain nombre de fournisseurs tiers. Typiquement, on est même capable d'aller interagir voilà, avec du Adobe, avec du Box. Alors je sais plus si ça existe Box, ça a été racheté je crois. Du Dropbox, ce genre de choses. Donc voilà, on n'est pas réfractaire. Enfin, c'est pas réfractaire à simplement Azure. Il y a d'autres choses et c'est là où c'est intéressant de noter que à l'heure actuelle et de plus en plus d'ailleurs, Microsoft va un peu plus loin que ses propres produits. Hein. On l'a vu et on nous l'a démontré. On confirme. Ouais. Donc voilà ce qui est intéressant de noter. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a finalement pas de limite, si ce n'est votre imagination, hein, puisque dès lors que vous avez volonté à faire quelque chose mais qui n'est pas forcément existant ou proposé, soit par Microsoft, soit par un tiers, bah, rien ne vous empêche d'aller, si l'envie vous dit, d'aller utiliser des fonctions, d'aller utiliser du script, si vous êtes non développeur comme moi, vous n'avez pas cette chance, d'utiliser simplement des scripts PowerShell, Python ou autre. Je n'ai pas parlé d'Azure Automation, des gens qui connaissent peut-être, qu'on a déjà entendu parler. C'est un ordonnanceur de script, ni plus ni moins. Et donc ça, évidemment, on est capable d'interagir avec ça aussi. Donc il n'y a vraiment pas de limite à ça. Tout ça pour dire que voilà, vous êtes à peu près capable de faire ce que vous voulez du moment que vous y pensez, finalement. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous démontrer déjà? Non? C'était clair, net, précis? Ok. Je suis pauvre en slides, j'ai pas de slides à vous montrer. Toutefois, si vous avez des questions sur les logic apps, sur Azure Function, ce genre de choses, je suis là pour y répondre, faut pas hésiter. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir là sur ou revenir? Non? Tant mieux, ça veut dire que c'était clair là. Il y a des gens qui utilisent déjà tout ça? J'en ai vu quelques-uns, ouais. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Quel genre de problématique t'adresses avec ça? Problématique d'infra, puis de démo à mes collègues pour montrer qu'il faut aller là-dessus parce que Ouais. Amazon fait exactement la même chose. Ouais, avec Lambda, ouais. Il pousse tout le monde à y aller. Ouais. Alors la chose près qu'en plus, je suis un peu fâché là vis-à-vis des Azure Functions, parce qu'ils ont sorti les V2, mais on gère toujours pas nativement le PowerShell. Le PowerShell que je vous ai montré, c'est du preview, et c'est du preview depuis que ça existe. Je suis un peu fâché parce que Lambda, ils ont annoncé il y a 2 mois qu'ils géraient du PowerShell en version core et autres, donc ça fout un peu mal, quoi. Je me fais un peu charrier chez le client. Donc voilà, mais j'ai bon espoir sur le fait qu'ils nous annoncent une JA sous peu. Je l'espère. Qu'est-ce qui est supporté comme langage dans les Alors, fonctions? dans Tout ce qui est Function, langage de script? alors non, des vrais langages. Non, moi j'utilise de PowerShell parce que je connais que ça grossièrement, mais sinon tu vas voir ouais, du .NET, tu vas avoir du C#, enfin du .NET pardon, du C#, JavaScript, ce genre de choses. Et en expérimental, tu en as beaucoup plus de tout ça. Voilà, logiquement avec ça, tu es à peu près capable de couvrir ce que tu connais. Du moins je l'espère. Ok. Bon bah j'ai rien d'autre à ajouter du coup. Ah ouais, S'il n'y a pas merci. plus de questions. Merci à vous.